dans Murmure de joie. Murmure de joie est un espace pour activer et entretenir la joie intérieure, en prenant soin de ce qui nous rend pleinement vivants. Alors, je suis Bintou Mariko et j'aime tisser des liens et célébrer les singularités. À travers ce podcast, je vous invite à découvrir des voix inspirantes, à célébrer la joie comme une expérience vivante. Elle est en nous, donc dommage de ne pas aller la toucher et l'activer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Fob-Korizi. Valérie a grandi entre plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs langues. Elle s'est forgée un goût pour l'humain, pour sa diversité et aussi pour les relations. Alors aujourd'hui, Valérie est psychopraticienne et thérapeute de la relation. Elle accompagne aussi bien des partenaires au travail que des partenaires dans la vie, c'est-à-dire des couples. Et ceci depuis 15 ans. Elle reçoit son cabinet à Paris et intervient également en entreprise où elle anime des formations et accompagne les équipes sur des sujets comme le management, le leadership, le stress, le burn-out, les risques psychosociaux, les addictions, ainsi que les relations de conflit et l'accompagnement des managers et de leurs équipes. Valérie est aussi conférencière, auteure de 2 livres aux éditions Le Duc autour de l'énéagramme. On parlera de l'énéagramme dans l'épisode. Un outil qu'elle utilise non pour enfermer, mais pour mettre de la conscience sur des mécanismes relationnels qui se jouent et se rejouent dans nos liens les plus intimes parfois. Bonjour Valérie. Bonjour Bintou. Bienvenue dans Murmure de joie. Je suis très heureuse d'être là. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Alors, pour cette conversation, on va commencer par l'enfance. On va parler d'enfance. Ok. Est-ce que tu peux me parler de la petite Valérie ? La petite Valérie. Alors, la toute petite Valérie est née au Japon. Et en fait, j'avais des parents qui voyageaient énormément et qui ont fait que tous les 3-4 ans, on changeait de pays, on faisait le grand déménagement. Je suis partie de Tokyo pour aller en Turquie. De Turquie, on est allé en Argentine, les États-Unis, l'Afrique. On est rentré à Bruxelles. Puis après, je suis partie à Milan. Et voilà. Puis après, je suis allée à Paris. Je suis repartie en Argentine et je suis revenue. Voilà. Donc, super. Voilà. Ça, c'est vraiment une grande diversité, une grande richesse, je trouve. Oui. Et donc, tu vas pouvoir nous parler de joie peut-être dans plusieurs cultures. Oui. Déjà, je voulais savoir pourquoi tu as accepté cette invitation d'un Murmure de joie. Bien, déjà, j'ai eu le plaisir de te rencontrer, Bintou, et j'ai su apprécier le fait que tu es une très belle personne. Ah ben merci. Et donc, j'étais vraiment ravie de venir. Et je pense que la joie, le sujet qu'on va aborder ce soir sont des sujets importants qui m'inspirent profondément. On parle de relations. Déjà, il y a une relation entre la joie et l'amour. Et puis, comme j'aime bien m'occuper des relations entre les gens, je trouve que c'était vraiment bien adapté. Super. Merci en tout cas d'être là. Et surtout, cet épisode est l'épisode de la Saint-Valentin. Alors, c'est bien sûr une fête commerciale, mais on profite quand même de ce moment pour célébrer l'amour. Tout à fait. Donc, je suis ravie de te recevoir au moment de la Saint-Valentin. Là, la joie est un fil conducteur dans cette conversation. J'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est que la joie ? Quelle est ta définition de la joie ? Alors, la joie, c'est pas la rigolade, c'est pas l'amusement. Ça, ce sont des états passagers, d'accord ? Pour moi, la joie est un état profond, intime, qui nous fait percevoir la vie avec un sourire. On pourrait parler de sourire aux lèvres. J'aime bien l'expression qui dit « le cœur sourit ». Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un sacré lien avec l'amour. Moi, personnellement, la joie profonde, c'est quelque chose qui parfois ne se voit même pas. C'est un état d'être très intime et très profond qui fait qu'on a peut-être un regard différent sur les choses de la vie, sur les gens. Et on aime. On aime ce qu'on voit, on est bien. Le santosha, comme on dit dans certaines cultures. Et dans les cultures, justement, que tu as eu la chance et l'occasion de côtoyer, est-ce que tu as remarqué que cette notion de joie était beaucoup plus présente dans certaines cultures que d'autres ou elle est plutôt un fil... Elle s'exprime différemment. D'accord. C'est-à-dire que l'expression de la joie va peut-être être différente, mais je crois que, comme je disais, c'est vraiment un sentiment intime, d'accord ? Ce n'est pas une manifestation. Je pense que tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, ressentent la joie
à l'intérieur de leur cœur de la même manière. Tu ressens ce que je dis? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on comprends. ressent profondément. Oui, c'est l'expression peut-être qui est... Voilà. qui est Et en fait, pour moi, la joie est liée à l'être. Souvent, quand j'ai des gens qui viennent en cabinet, par exemple, et que je les mets ils sont stressés, ils ont eu des crises, des crises de stress ou des burn-out, etc. Je les mets en état de méditation. Et ce qui me frappe toujours, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont bien, qu'ils sont avec eux-mêmes, qu'ils sont connectés avec leur présence, leur grande présence, ils sourient. Ils sourient. Ils sont juste bien. En fait, pour moi, la joie, c'est être bien. Et quand on est bien, eh bien, on voit les choses différemment. Et alors, j'ai 2 questions qui me viennent. Déjà, pourquoi tu as choisi de travailler dans l'accompagnement de l'humain, justement, pour aider les autres à aller mieux dans leur vie? Qu'est-ce qui a stimulé, convoqué cette vocation? Alors, effectivement, le fait que j'ai beaucoup voyagé a fait que pour moi, l'humain, mon attention a été portée vers l'humain. Puisque dès que j'arrivais dans un autre pays, une autre école, petite fille, etc., la première chose que je faisais, c'est de voir comment je pouvais m'adapter. Essayer de comprendre comment les autres fonctionnaient, ce qu'ils ressentaient, etc. Donc j'ai vraiment eu un regard tourné vers l'humain. Et j'ai fini par l'aimer profondément. Bon, je l'aimais déjà, mais je veux dire, pour moi, ça a été une curiosité. Il y a des gens qui sont orientés information, activité, en PNL. Moi, je suis orientée humain. Voilà. Donc déjà, ça, c'était un bon indicateur pour s'occuper de personnes. Et puis, quand j'étais jeune, j'avais voulu me lancer dans la psychologie, etc. Mon père avait dit que c'était un métier de fou, donc j'ai laissé tomber. J'ai plutôt rentré dans un groupe de communication. J'ai travaillé dans la communication, etc. Et en fait, à ma crise de quarantaine, j'ai décidé que ça suffisait. Il fallait que je revienne à mes premiers amours. Et je ressentais en fait que dans tout ce que j'étais, j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Oui, donc tu as commencé par la communication, c'est ça? Oui, ton tout à premier fait. travail, Tout à et fait. puis après, tu es passé Voilà. dans l'accompagnement humain. Et la communication, quelque part aussi, on est aussi dans l'humain. J'aime à dire qu'en fait, ça aussi, quand les gens viennent en cabinet et qu'ils veulent faire des reconversions, je leur dis, n'oubliez pas ce que vous avez déjà fait. Ça pourra être utile. Si vous l'avez fait, c'est qu'à un moment donné, on peut le remettre dans la besace de ce qu'on va exprimer par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est tout à vraiment, fait. on n'est pas obligé de faire une coupure. En fait, le chemin est une continuité. Il n'y a pas de coupure. Donc effectivement, j'ai commencé par la communication écrite, etc., ou visuelle. Et là, aujourd'hui, j'accompagne les gens. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé de faire des ateliers d'écriture, j'aime écrire, etc. Donc on est dans de la communication finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu écris, tu as fait des livres? J'ai écrit 2 livres aux éditions Le Duc sur les mécanismes de défense via un outil qui s'appelle l'énéagramme, que personnellement j'aime beaucoup, qui n'a pas toujours été utilisé de la bonne manière, selon moi. Souvent, malheureusement, c'est utilisé pour figer les gens, les identifier. Tu es un 4, tu es un 4, un 5, etc. Qu'est-ce que c'est l'énéagramme? Alors, l'énéagramme, c'est un outil qui date depuis apparemment la nuit des temps, mais enfin, c'est un outil qui a été créé par Gurdjieff. Et en fait, Gurdjieff l'a mis au goût du jour. Et bon, je ne vais pas faire l'histoire de l'énéagramme. Mais en fait, ce sont 9 mécanismes de défense qui sont notre façon de nous présenter au monde. En fait, chaque être humain, j'ai cette métaphore, on a comme un dressing quand on est petit, et on s'accessorise de mécanismes pour se protéger, pour pas être tout nu devant l'autre. D'accord. Et en fait, ces mécanismes vont nous protéger de nos peurs, de ce qu'on redoute, de ce qui nous fait peur dans la vie. Et donc, ces personnages vont devenir notre personnalité. Il y a celui qui va être fort, on ne la lui fait pas. Il y a celui qui va être parfait, c'est-à-dire, je suis quelqu'un de respectueux, de respectable, qui fait toujours tout bien. Il y a celui qui va être gentil avec tout le monde, qui va être au service de tout le monde. Il y avait celui qui a besoin d'être original, qui déteste être mélangé dans la masse et tout, qui a vraiment besoin de se singulariser. Et il y a celui qui n'aime pas qu'on l'approche de trop près parce qu'il aime bien, qui a besoin de comprendre le monde. Enfin, je ne te fais pas tout le descriptif, mais c'est passionnant parce que ça nous permet de comprendre que quand on est en face d'un être humain, on ne peut pas avoir la même communication. Enfin, on doit faire attention à la communication qu'on a. Et quand je vois des conflits entre 2 personnes, souvent ça peut se jouer là.
Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que ce sont deux mécanismes qui communiquent, deux peurs qui se communiquent. C'est ça, donc deux mécanismes de défense, en fait, finalement. Exactement. Et je vois parfois dans des couples, la peur de l'un répond à la peur de l'autre. Oui. Donc le mécanisme de l'un répond au mécanisme de l'autre. Et quand on arrive à mettre ça en avant, mettre ça en lumière, on peut ouvrir d'autres portes afin que la communication se passe ailleurs. Donc, de quoi j'ai envie. C'est pas il faut, on doit. De quoi j'ai envie. Donc toi, tu accompagnes aussi bien des partenaires de vie que des partenaires professionnels, qui sont aussi des partenaires dans la vie, en fait. Des équipes. Voilà, et en fait, l'énéagramme dans des équipes, c'est vraiment précieux. Oui. Parce qu'on va se rendre compte que, par exemple, je cite cet exemple, un manager que j'ai accompagné, qui avait une équipe et qui disait tout le temps « on a été nul, on n'a pas été bon, etc. Il avait un membre de son équipe qui était un vrai expert, qui était vraiment une pièce indispensable de l'équipe, qui commençait à se raidir sur sa chaise parce que mécanisme 1, lui, sa partie, il l'avait faite impeccablement. Et il était mal jugé, ce qui est redoutable pour quelqu'un qui a un mécanisme 1. Jugé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Parce que lui, il travaille sur sa perfection, c'est ça? Parce que lui, sa partie, il l'a fait parfaitement bien. Oui, c'est ça. Pour lui, c'est vraiment sa valeur. Donc, en fait, sans s'en rendre compte, le manager touchait une valeur fondamentale d'un de ses employés. Donc, c'est vraiment pertinent. C'est très important de faire attention à ce genre de choses-là. Donc, dans les équipes, dans les partenariats, dans l'amour, les couples, etc. On n'attend pas tous les deux la même chose, on n'a pas les mêmes peurs, les mêmes attentes, les mêmes mécanismes. Et on peut voir des choses assez... Enfin, je ne sais pas si tu veux que je développe, Bintou. Oui, je veux bien. Voilà. J'ai une question après spécifique au couple, mais continue, c'est intéressant. Par exemple, si tu as quelqu'un qui a un mécanisme de... ce qui est important pour moi, c'est ce que je fais. Je suis un peu toujours orientée futur. Tu sais, ce sont des gens qui pensent toujours one step ahead, qui vont toujours réfléchir, etc. Qui sont en couple avec quelqu'un qui a peur des conflits et qui va plutôt être orienté présent, état présent, etc. Celui qui est plutôt dans ce mécanisme-là admire celui qui est orienté futur parce que c'est, en énéagramme, on a toujours un mécanisme dont on rêve. Aussi, c'est un petit peu notre porte de sortie. Donc, on a notre mécanisme de défense et notre mécanisme idéalisé. OK. Alors, il y en a un qui va voir l'autre comme sa partie rêvée. Par contre, l'autre va voir le premier comme tout ce qu'il redoute. C'est-à-dire la procrastination, je reste sur place, je ne suis pas orienté futur, j'hésite, j'ai peur des conflits. Le mécanisme 3, go, go, go. Il n'a aucun problème. Donc, quand vous avez un couple avec deux mécanismes comme cela, il y a un moment donné, ça va friter. Oui. Et il faut leur expliquer ce qui se passe. Une fois qu'ils comprennent, ils se rendent compte que leur amour, il est ailleurs, il n'est pas dans leur mécanisme. Et donc, dans les couples, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un outil de connaissance de soi et de l'autre, finalement, ce que tu es en train d'expliquer. Et l'énéagramme, moi, j'en entends pas souvent parler. Et en t'écoutant, je me dis, c'est dommage parce que ça devrait être Ça a eu mauvaise presse parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé pour identifier, pour dire, puisque tu es un 3, tu es un 3, tu es un 5. Les alors étiquettes, quoi. Pas. Oui, c'est ça. C'est comme le bleu, le rouge, le jaune. Exactement. Okay. En fait, ce qu'il faut savoir avec l'énéagramme, c'est que ce qu'on redoute, c'est notre rêve inversé. Une fois qu'on a compris ça, en fait, tout est une ouverture. On est là pour comprendre. Tiens, tu redoutes ça. Quelle est la porte qui peut s'ouvrir à côté? Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour les couples, il y a un des mécanismes qui a peur d'être touché. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Il a peur d'être touché. Oui. En réalité, il a peur d'être touché. Au le cœur. Okay. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de comprendre tout pour être en sécurité, pour être sûr de ne pas être blessé. Okay. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de moi. Si jamais une magnifique jeune femme va voir un jeune homme qui a ce mécanisme-là et lui dit « Je suis folle de toi. Vas-y, on y va ?» Celui qui a le mécanisme 5 va se raidir parce qu'il a besoin de comprendre ce qu'il ressent avant d'être touché. Donc, il va s'isoler, il aura besoin d'un temps de pause pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, il va être plus dans le mental que dans... Au départ, il est dans le mental, mais il doit s'approprier ses émotions. Il doit comprendre ses émotions, puisqu'il doit comprendre tout. Et
Tu vois, c'est Oui. là que c'est important D'accord. de comprendre comment on fonctionne. Mhm. Parce que la première personne pourrait dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Oui, il n'est pas intéressé ou Voilà. d'un coup, il change de comportement. Voilà. Ouais. Tu vois? Ce qui est assez courant, Voilà. qu'on peut entendre Et souvent. il y a des choses mécanismes qui ont peur de l'engagement. Mhm. Donc cela, il faut comprendre que pour eux, l'engagement est une crainte viscérale. Donc ils vont peut-être se présenter différemment. Voilà, il y a D'accord. plein d'exemples. Et quels sont les schémas relationnels en général que tu constates dans les couples, justement? Les gens ne s'écoutent pas. Ok. Les gens ne s'écoutent pas, c'est dommage. En fait, les gens croient s'écouter. Ils écoutent la surface et ils écoutent pour savoir ce qu'ils vont répondre. Ils écoutent pour avoir raison. C'est complètement inconscient. Et c'est dommage, parce que si on prenait le temps, vraiment, l'écoute active, voilà, de vraiment entendre qu'est-ce que la personne essaye de vraiment dire, eh bien, je pense qu'on aurait beaucoup moins de malentendus. Et souvent, je vois dans un couple un qui laisse tomber et qui n'exprime plus. Et donc, Qui se ferme. qui se ferme et qui fait semblant que tout va bien. Et là, le couple commence déjà à se perdre. Donc, j'aime beaucoup les recevoir en cabinet pour leur donner un espace, parce que moi, mon rôle, c'est d'accompagner la relation. C'est ni d'accompagner monsieur, madame, ou d'accompagner quelques couples que ce soit, ou un partenariat. C'est vraiment d'accompagner la relation, de donner un espace à chacun Sans parti pour pris. s'exprimer pleinement, sans interruption. Et quand je pressens que la personne n'a plus l'habitude, parce qu'elle s'est coupée, de dire ce qu'elle ressent vraiment, j'aide celui qui a du mal à s'exprimer à vraiment pouvoir poser ce qui est important pour lui. Okay. Souvent, on entend dire aussi que quand un couple va chez un thérapeute, c'est que c'est déjà la fin. Et moi, personnellement, je pense que c'est pas forcément vrai, parce que ça veut dire que c'est un couple qui a eu le courage de faire ce pas-là pour aller décanter les choses et essayer de comprendre ce qui se passe, les mécanismes justement qui se jouent et s'ils peuvent sauver la relation. Mais ce qu'on entend quand même souvent, c'est oui, mais si on arrive à l'étape thérapie de couple, c'est que c'est la fin. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et puis, de ton expérience, est-ce que justement, il y a des couples qui, en faisant cette démarche, ont pu sauver leur amour Oui, bien sûr. Et plus qu'on ne pense. Il y a deux cas de figure. Ça peut arriver qu'il y a un couple qui arrive, souvent c'est la demande de l'un, qui sait qu'il a déjà un pied dehors et qui a besoin de s'assurer que l'autre va être pris en charge et qu'il va trouver un espace pour pouvoir communiquer sur le fait que le couple ne va plus. Et c'est OK, parce que ça permet aussi de faire son deuil de façon correcte, où chacun est respecté, chacun peut exprimer ce qu'il ressent, etc. Vraiment dans le respect. Donc ça, c'est OK. Il y a des couples qui viennent parce qu'ils n'arrivent plus à se comprendre. Donc là, non, il y a des couples qui arrivent tout à coup, à se rendre compte, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça dont tu avais besoin. Et finalement, ils se rendent compte que c'est tout à fait possible de faire fonctionner ce couple, et de retrouver une harmonie, de retrouver un désir, des projets communs, de se donner un peu plus une respiration, parce que parfois, il y a des couples étouffants. Et qui donc fonctionne beaucoup mieux. J'ai des exemples comme ça. Ouais. Okay. Et tu constates que dans les couples, il y a la joie qui circule, ou les gens sont plutôt coupés de tout ça et qui sont dans leur quotidien? Est-ce que cette notion de joie, tu l'entends dans tes accompagnements? Alors, j'adore ta question, Bintou, parce que c'est vrai qu'en général, quand les couples viennent nous voir, nous les thérapeutes, et bon, là je parle de moi, c'est qu'en général, cette joie ne s'exprime plus, ne se manifeste plus. Et pourquoi la joie ne se manifeste plus? Parce qu'il n'y a plus de créativité. Joie et créativité sont intimement liés également. Amour, joie, créativité, curiosité sont 4 éléments complètement... Curiosité de l'autre. Mais complètement. Oui. Rester curieux. Parfois, on a l'impression qu'on sait tout de l'autre, mais non, c'est pas tout de l'autre. Créatif, c'est à chaque instant, chaque journée, on peut créer quelque chose de différent. Et puis, on peut créer pour soi aussi. Et à partir du moment où on rentre dans une routine, on n'a plus cette curiosité, on n'a plus cette appétence de sortir de notre zone de confort, etc. Mais là, la joie commence un petit peu chez l'un ou chez l'autre, et peut-être chez les deux,
à se à s'aménager, se cacher sous des couches, à s'éteindre. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent en général. Voilà. C'est la Saint-Valentin. Hein. Cet épisode, il va sortir au moment de la Saint-Valentin. Si tu devais, de ton expérience, donner un conseil au couple, donc on a parlé de communication, on a parlé de mécanismes de peur, on a parlé de pas mal de sujets. Alors, on n'a pas parlé d'ailleurs de jeu de pouvoir, mais on pourra en parler après. Peut-être d'abord, puis ensuite tu réponds à ma question si ça te va. Est-ce que tu constates des jeux de pouvoir dans les couples ? Bien sûr. Si tu peux nous en parler, peut-être la compréhension que tu en as, qu'est-ce qui fait que... Je sais que dans les rapports humains, on est souvent quand même dans des jeux de pouvoir. Alors, Et dans le couple, c'est encore un endroit qui est clos d'autant plus. Donc, sans parler de la vraie perversion, c'est un terme qui est très utilisé, hein, pervers narcissique, etc. La vraie perversion, qui est vraiment un cas isolé et très grave, très très grave. On peut parler effectivement de relations toxiques. Les relations toxiques sont des relations qui vont avoir des enjeux de dépendance, d'attachement exagéré, d'injonction vis-à-vis de notre partenaire, de beaucoup de conditionnels. Je t'aime si, je t'aime parce que, je t'aime quand. Tu vois ? oui, On peut l'amour le faire de inconditionnel n'a pas Voilà. tout à fait ça. Mais ça peut aller, évidemment, on est dans ces tous relations. un petit peu, on préfère quand notre partenaire fait ça, donc je t'aime quand. Mais quand ça prend vraiment une place trop importante, là, on rentre vraiment dans des relations qui sont dites toxiques. Il peut y avoir des relations dites toxiques qui ne vont pas jusqu'à ces extrêmes-là. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui... là, je ne vais pas le faire, mais... Tu vois, Bintou, les balançoires, là, où les enfants, il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Eh bien, en fait, un couple équilibré, c'est un couple qui se retrouve au même stade. Ils se regardent l'un en face de l'autre. Moi-même, en tant que thérapeute, quand j'accompagne des gens, je ne suis pas au-dessus. Je ne sauve personne. D'accord ? L'autre n'est pas une victime. Je n'infantilise personne. C'est une relation d'adulte à adulte avec quelqu'un qui a une expertise, l'autre qui a une demande et tout va bien. Dans un couple, ça devrait toujours être pareil. Pareil avec les patrons, les managers dans les entreprises, etc. Donc, l'équilibre dans la Un relation. équilibre, donc vraiment Pas l'un en équilibre. ouais, Tous les deux bien campés, on se regarde, etc. Dès lors qu'il y en a un qui joue inconsciemment, comme une pièce de théâtre, le jeu de « j'ai besoin de toi, je me victimise, je m'infantilise, etc. », automatiquement, imagine la balançoire, elle descend, Oui. et l'autre se retrouve à une position qu'il n'a pas demandée. Et il se retrouve automatiquement soit sauveur, et s'il n'est pas le sauveur, le bourreau. Tu vois ? Et qu'est-ce qui se passe avec le bourreau ? Donc, quand il devient bourreau, la victime, à un moment donné, elle dit « je ne suis pas d'accord ». Donc, ping, elle donne un coup de pied, elle remonte, elle devient le bourreau de celui qui n'a rien demandé, qui se retrouve victime. Tu vois le truc ? Oui. Et là, on est dans des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas équilibrées, avec des stades évidemment différents. Oui. Et souvent, peut-être que le bourreau reste bourreau aussi et que la victime reste... Voilà. Je ne sais pas. Mais... Donc, je dis toujours, enfin, ce que j'essaie d'expliquer quand j'accompagne, que ce soit en entreprise ou dans la vie privée, c'est quand vous sentez un scénario, parce que pour moi, la vie est une grande comédie humaine. Quand vous sentez un scénario qui vous convient pas, qui vous correspond pas, eh bien, sortez, descendez de la scène, observez en tant que spectateur et donc, dites-vous... prendre du recul. Prendre du recul et faire un pas de côté et dire, mais en fait, ça me convient pas du tout cette affaire. En fait, j'ai pas envie d'avoir cette répartie de façon systématique. Donc, faites le changement que vous voulez voir dans la relation. Donc, vous-même déjà. Voilà. Et venez retourner dans la relation en proposant quelque chose de différent. Mais sentez à tout moment que la personne d'en face ne pourra ni vous faire monter, ni vous faire descendre. D'accord. J'aime bien cette image de balance, justement. Et il faut savoir que tout mouvement attire son mouvement contraire. Tout mouvement attire son mouvement contraire. Donc, quand on commence à faire le sauveur, on peut être sûr qu'il y a une victime, on peut être sûr qu'il y a un bourreau. Voilà, dans la vie, c'est comme ça. Et on va reparler de joie et de toi. Merci pour tout ce que tu as transmis, parce que c'est vraiment très intéressant, tous ces mécanismes inconscients parfois qui se jouent. Souvent inconscients. Souvent inconscients. Et d'ailleurs, est-ce que l'introspection, parce qu'on parle beaucoup d'introspection, donc connaissance de soi, introspection, est-ce que tu remarques que dans les couples, les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes ont plus de facilité
à rester dans cet équilibre, justement? Mieux se connaître donne un avantage. Parce que, en fait, quand on se connaît, on commence à mettre un peu en lumière, c'est pas inconscient de nous qui nous maîtrise. Tu vois? Oui. Donc, en fait, on comprend pourquoi, quand quelqu'un claque une porte, ça va nous agacer. Il y a quelqu'un que ça va pas agacer, l'autre, ça va le rendre fou. Ça va le rendre chèvre. Quelqu'un ne regarde pas dans les yeux, il y en a un qui va se dire, tiens, il n'est pas très poli, l'autre, ça va le rendre chèvre. Et une fois qu'on comprend qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous quand l'autre agit ou n'agit pas de telle ou telle manière, eh bien, on a un pas d'avance sur la relation. Et on acquiert effectivement un peu plus de sagesse. Oui. On se maîtrise. Tu vois? Oui. On ne part pas dans des réactions incontrôlées. Et on peut un petit peu plus, si on continue le travail, sourire. Sourire. Moi, personnellement, je sais que j'ai des mécanismes, je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai des tendances. Mais le fait de m'avoir travaillé, ça me permet d'en sourire. Tu vois ce que je veux dire? Autant que se peut. Oui, tu as conscience de ce qui est en train de se jouer en toi, pour toi. Voilà. Donc, le fait d'avoir cette analyse-là, déjà, donc tu souris déjà en disant, en fait. Là, je me suis fait avoir. Là, ça y est. Et en fait, du coup, on n'est pas maîtrisé par nos parts inconscientes. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Okay. Je vois très bien. Non, c'est intéressant et important de travailler sur soi, de se connaître et pour être mieux en relation avec l'autre aussi. Complètement. Donc, parlons de Valérie, de la joie. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la joie? Mais bon, même si je connais en partie la réponse, est-ce que la joie a une place importante dans ta vie? Et elle se situe où, ta joie? Alors, où se situe ma joie? Déjà, elle se situe au niveau du cœur. C'est direct. Quand je suis vraiment dans une joie profonde, j'ai vraiment une sensation que j'ai comme le cœur qui se dilate, qui s'épanouit. Je sais pas, je suis sûre que tu as déjà eu cette sensation. Toi, je te vois très bien. Oui. On a vraiment l'impression que le cœur se dilate, qu'il a envie de sourire, qu'il est bien, qu'il est tout content. D'accord? Là, tu le vis, là, physiquement. Oui. Mais c'est vraiment hyper agréable. On dit souvent, telle personne est solaire. En fait, c'est ça. C'est juste le cœur qui sourit et qui est bien et qui rayonne. Pour moi, la joie, c'est pas quelque chose qu'on attend de l'extérieur. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Et l'amour, c'est pareil. Je fais vraiment, pour moi, ce sont vraiment les deux choses, les deux émotions, je sais pas si dont on peut parler, qui nous viennent de l'intérieur, qui irradient de l'intérieur et qui vont vers l'extérieur. Les autres, ouais. Alors que quand on a envie de rigoler, souvent, c'est quelque chose qui nous fait rigoler de l'extérieur. Quand on a envie de tomber amoureux, c'est l'autre qui provoque cet état amoureux. Quand on est dans l'attachement, qui n'est pas l'amour, bien sûr, c'est on attend quelque chose de quelqu'un à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Le vrai amour, la vraie joie, on le vit très souvent dans la solitude. On peut être chez soi, tout à coup penser à quelque chose et à l'intérieur, on sent une grande joie, on sent un amour. On peut voir la vie et simplement, waouh, se dire c'est génial. Moi, par exemple, parfois je vois des scènes dans la rue, je suis dans un bus et j'observe des gens c'est un père qui a ses enfants sur les épaules et qui rigole et je ressens une profonde joie à l'intérieur. C'est très intime. Oui. Ça ne demande pas que quelqu'un vienne me remplir de cette joie et vienne me remplir de cet amour. Et quelle chance et quelle richesse, du coup, de se dire que ça ne dépend de personne, ça dépend de soi-même. Moi, je trouve ça, et c'est pour ça que parler de joie, moi, je trouve ça tellement important parce qu'en effet, c'est en nous. C'est en nous. Et on est indépendant par rapport à ça. Complètement. C'est une richesse. Et en fait, l'amour et la joie, ce que je trouve génial, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé et que toutes les personnes qui vont entendre ce podcast vont comprendre. Le téléphone sonne et vous apprenez que votre enfant, votre conjoint, etc. a eu une promotion, a réussi son examen, une bonne nouvelle en matière de santé. Qu'est-ce que vous faites? Vous raccrochez? Vous êtes toute contente. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de la partager. Vous avez besoin de partager. Vous appelez votre meilleure amie, vous appelez votre mère, vous avez... Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle. Donc la joie est quelque chose qu'on a envie de partager. Parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là et on a envie de le redonner. De parce que c'est tellement puissant.
L'amour, c'est pareil. L'amour, c'est pareil. Quand on a de l'amour en soi, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Partager. On Donner. a envie de le partager. Oui. C'est pas qu'on a besoin de l'autre. Ceux qui ont besoin, c'est qu'ils ont pas de... évidemment qu'ils ont de l'amour à l'intérieur d'eux, mais ils l'ont oublié. Ils pensent que c'est l'autre qui va leur fournir ce besoin. Ils pensent que c'est l'autre qui va leur fournir cette vibration. D'ailleurs, sans te couper, ça c'est un problème Coupe-moi, aussi souvent. Ça c'est aussi souvent un problème dans les couples parce que en général, l'autre attend qu'on vienne le nourrir, disons combler le vide qu'il a ou qu'elle a en lui ou en elle. Complètement. Et je pense que voilà, ça crée quand même une forte dépendance. C'est et très un éphémère, attachement pas très sain. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Bien sûr, parce que ça biaise complètement la relation. À partir du moment où je fais de l'autre le garant de mon bonheur parce qu'il m'apporte de l'amour, je commence à avoir peur que cette source d'amour s'en aille avec lui. Oui. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à me méfier, à surveiller, à commencer à faire des chantages affectifs. À être jaloux, etc. Ce qui est terrible dans les couples, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit comme ça pour que ça commence à transformer les deux. Oui. Voilà, ça aussi, j'accompagne ça. Mais en général, et une personne qui est bien et qui ne dépend pas de l'amour de l'autre va simplement avoir envie de partager la personne qu'elle est avec l'autre, comme une danse. Comme une danse. Ah, la danse, qu'elle joue à la danse. Ah, mais la danse, c'est le mouvement. De toute façon, pour moi, le mouvement, c'est la vie. C'est à partir de... Et ça aussi, un couple qui est statique, un couple qui n'est plus créatif, qui n'est plus curieux, qui n'est plus dans le mouvement, c'est un couple qui s'est éteint. D'accord? Et l'état amoureux s'éteint. Le fait de tomber amoureux. Déjà, j'aime pas l'expression tomber amoureux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tomber? On peut s'élever en amour. Oui. C'est plus joli. Oui, ben oui. D'ailleurs, merci parce que désormais, je vais dire, je m'élève en amour. Mais bien sûr, c'est tellement plus joli. C'est comme il y a beaucoup de choses comme ça. Éduquer les enfants, les mettre dans des boîtes, tomber en amour. Non, on élève un enfant. On s'élève en amour. Oui, c'est-à-dire qu'on évolue de façon beaucoup plus positive. L'autre m'enrichit. Et l'amour, pour moi, le vrai amour, en fait, c'est de regarder l'autre avec bonheur, d'apprécier la belle personne qu'on a en face de soi et de surtout pas oublier qu'il ne faut pas chercher à la changer. Parce que si on est tombé en amour de cette personne, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui nous séduisait. Pourquoi vouloir le changer ensuite? Tout à coup, on se retrouve avec une version qui nous plaît un petit peu moins parce qu'on a voulu que ça rentre dans les rangs, que ça corresponde à nos besoins, etc. Donc, pour moi, le vrai amour, regarde, les enfants, on s'émerveille de leur évolution, on a envie qu'ils soient heureux, on a envie qu'ils s'épanouissent, qu'ils grandissent, qu'ils rayonnent, etc. C'est pareil, c'est l'amour inconditionnel. Je ne t'aime pas quand, si, parce que je t'aime. Tout simplement. Et moi, je suis amour. Oui. Point. Je partage, tu me donnes des frissons là. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu traverses les périodes difficiles? Alors, je ne te demande pas forcément des clés ou des conseils magiques, mais voilà, nous dire tout simplement, toi, quand tu traverses des périodes compliquées, où la joie s'éloigne. Bien sûr, ça comment nous arrive à tous. Comment tu traverses ça? Et comment tu retrouves ta joie? Alors, au lieu d'être bougée dans tous les sens, pour le coup, je me donne un temps avec moi-même. Parce que quelque part, si la joie et l'amour sont partis ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que je me suis perdue. Donc, j'ai besoin de me reconnecter. Comme je disais, quand on médite, on se reconnecte à soi et on retrouve cette espèce de source de bien-être, d'être bien. Donc, quand on commence à s'extérioriser et à donner à l'autre un peu trop d'importance et que l'autre nous emmène à un endroit où la vie, où les circonstances, où il y a un déséquilibre, moi, personnellement, je reviens à moi. Je rentre à la maison. Voilà. Et je vais chercher cet espace où je peux m'écouter, ressentir, comprendre. Voilà, il me faut ce temps, en silence. Une fois que j'ai passé ce temps-là, je retourne vers les autres. Voilà. Mais j'y retourne doucement. Je ne demande pas, en général,
je ne retourne pas tout de suite. Je n'ai pas envie que les autres me fassent oublier. Oui, d'accord. Oui, tu n'attends pas des autres. Je repartage tout doux avec les autres jusqu'au moment où les choses se font. Tel un mouvement, voilà, un mouvement entre l'extérieur, l'intérieur, et que les choses s'apaisent doucement et la vie continue. Après, deuxième chose, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, quand tu nages et que tu as une grande vague qui t'arrive dessus, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la tête sous l'eau, tu respires un coup, la vague passe et tout va mieux. La vie est comme ça aussi. Si jamais tu t'identifies à un problème et que tu dis, là j'ai un problème, je deviens un problème, la vie est un problème, tu te fixes dedans. Oui. Alors que si tu dis, ok, là se présente à moi un problème, il est extérieur à moi. D'accord ? Il ne fait pas qui je suis. Oui. Je vais te dire quelque chose, Mintou. Quand j'ai quitté mon mariage de 30 ans, à 8h30 du matin, à 9h, j'avais 5 clients en cabinet. Et je ne me suis pas dit, je ne vais pas être capable de les accompagner parce que je suis un problème. J'ai dit non. Alors là, j'ai un problème. Pour l'instant, je le mets de côté. J'accompagne les personnes que je dois accompagner. D'accord ? Et quand je referme la porte du cabinet, je reprends le problème. Et je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je me retrousse les manches. De quoi j'ai besoin ? Je m'isole. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'introspecte. Mais les gens qui pensent parce qu'ils ont des problèmes, parce que la vie est compliquée, parce qu'il y a de l'agitation extérieure, ils doivent s'agiter, ils doivent devenir des problèmes. Non, c'est pas comme ça qu'on résout quoi que ce soit. Donc, je retiens ne pas s'identifier à ces problèmes. À l'extérieur. Oui. Pas s'identifier. Oui, le monde est en crise. Oui, il y a plein de problèmes. Oui, vous allez vous retrouver, par exemple, je dis toujours, quand il y a un feu dans une maison, on peut agir calmement. On n'est pas obligé de tout à coup s'exciter. Tu vois, on peut très bien, les arts martiaux asiatiques, rester calme. C'est agité à l'extérieur, je reste calme. Le monde est compliqué. Comment je gère ce monde compliqué en restant calme ? Et pour ça, il faut revenir à la maison, comme tu dis. Revenir à la maison. Okay. Je retiens que pour retrouver ta joie, tu reviens d'abord à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Le sourire, il est là. Oui. Le et surtout, en plus, cette joie, elle est à l'intérieur. Donc, quand tu reviens à la maison, elle est là aussi pour t'accompagner. Être bien avec soi. Tout à fait. Et il existe cet espace. Merci, Valérie. J'aimerais, pour terminer, alors on a 2-3 points encore à voir ensemble, mais que tu donnes un conseil pour la Saint-Valentin 2026 au couple. Si tu devais donner un conseil au couple. Ok. Soyez toujours curieux. Ça déjà de 1. Regardez ce que l'autre, alors les langages de l'amour, regardez ce que l'autre fait pour vous et posez-vous la question de savoir si c'est pas une façon de savoir ce dont eux ont envie de recevoir de vous. C'est-à-dire des câlins, des cadeaux, des attentions, des compliments. Et puis, il y a l'histoire du 80-20%. Souvent, on se dit, il y a 20% qui ne va pas. Il laisse ses affaires par terre, elle fait ci. Pensez aux 80. Pensez à ce que vous aimez de la personne. De temps en temps, posez-vous et dites-vous, OK, je mets de côté ce qui m'agace pour les gens qui sont en crise. Et qu'est-ce que j'aime de cette personne ? Pourquoi cette personne m'a rendue heureuse et en quoi elle me rend heureuse ? En quoi elle est différente des autres ? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Surtout, ça me fait penser à un truc que j'ai déjà entendu. C'est quand ça ne va pas dans le couple, repensez à votre rencontre. Qu'est-ce que vous avez aimé au début ? Complètement. Voilà, se refaire un peu le film je sais pas, le premier rendez-vous, le premier... Complètement. Et ce qui me fait rebondir à quelque chose, en amour, on croit que c'est ce qu'on aime. Évidemment, on aime l'autre, il nous rend heureux. Mais qu'est-ce qu'on aime ? Qui nous sommes dans la relation. Oui. Tout à coup, on a des papillons dans le ventre. Tout à coup, on a envie d'être généreux. Tout à coup, on a envie de se faire tout beau, etc., de partager, de câliner, etc. C'est cet état-là qu'on veut retrouver. Alors, si jamais on a envie de le retrouver, faisons-le. Commençons par le faire. Dans nos souvenirs, donc il faut le réactiver. Soyez le changement que vous voulez voir à l'extérieur. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « à chaque instant, incarnez exactement qui vous voulez ». Je m'explique. On a envie d'embrasser quelqu'un, on a envie d'être ce type de version, etc. On a un rêve, faites-le.
à l'instant présent, sans penser, oui, mais dans le passé, ça n'a pas marché. Ou si je fais ça dans le futur, il risque d'y avoir un problème. Dans les relations, de temps en temps, être vraiment dans l'instant présent et de voir votre conjoint arriver, de le prendre dans les bras pendant que vous êtes en train de faire un plat de sauce et l'embrasser passionnément, ça va le surprendre et ça remet de l'énergie dans un couple. Super. Alors, on va rester sur ces belles paroles. Je te remercie énormément, Valérie, de cette conversation. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et on n'a plus qu'à souhaiter une bonne fête à tous les amoureux. Oui. Voilà. Et puis, est-ce que tu veux parler peut-être de là où on peut te trouver? Je vais mettre tes contacts, tes sites, ton LinkedIn, tout ça. Je vais les mettre dans les commentaires. Mais est-ce que, voilà... J'ai un cabinet à Paris où je reçois. Donc, si quelqu'un à disposition... Et puis, les entreprises, je pense qu'ils me connaissent. Mais voilà, si jamais il y a des partenaires, etc., il y aura les coordonnées. Oui, il faut me contacter par mail, par texto, etc. Je réponds moins au téléphone. Je préfère au départ avoir un texto pour oui, tout à fait. Donc, je ne mettrai pas ton numéro dans les commentaires, mais je vais mettre ton site, ton LinkedIn, ton mail aussi. C'est parfait. Et merci encore. Avec grand plaisir. Et merci à toi, vraiment. Et à bientôt, Valérie. À bientôt, une fois, avec grand plaisir. Merci Valérie pour ton regard, pour tes mots et pour cette manière d'inviter à aimer avec plus de conscience et de justesse. Et à vous qui nous écoutez, je vous invite à recevoir cet échange avec beaucoup d'amour et de gratitude, bien sûr. Alors, ce n'est pas des modes d'emploi qu'on vous a donnés, mais on a essayé de donner des clés pour des relations épanouissantes, pour mettre un peu plus de lucidité, de douceur dans les relations et plus de joie surtout. Je vous souhaite une très belle écoute et si cet épisode vous a touché, s'il vous a fait vibrer, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre un commentaire, à liker et à m'envoyer peut-être un petit mot. Et ça permettra de faire vivre Murmure de joie et à lui donner de la visibilité. On est bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.